Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle partie du décryptage final du numéro spécial The World in 2019 du magazine The Economist, le numéro spécial annuel qui apparaît à chaque fin d'année. Et c'est la cinquième partie. Alors, bien évidemment, dans cette série du décryptage final, il me restait 7 images à décrypter. Alors bien sûr, pour celles et ceux qui ne m'ont pas suivi, il y a quand même beaucoup de vidéos sur ma chaîne concernant ce décryptage. Une série qui a fait grandir ma chaîne, qui a donné une certaine réputation concernant un raisonnement et une construction d'un récit assez stable et assez lucide, humble bien sûr. Alors, après les 7 parties du décryptage, il me restait 7 images. Celle de Donald Trump, du Brexit, de la cigogne, du panda, de l'apocalypse, de Poutine et de la voiture. Donc là, pour le coup, en réalité, il me restait 2 images. Mais celle-ci, finalement, quand on creuse, finalement, on peut dire que ces 3 sont peut-être liés, mais je m'avance pas trop. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur la cigogne. Bien sûr, vous verrez. Alors, bien sûr, on peut aller dans tous les sens. Il y a quand même beaucoup d'interprétations possibles et imaginables, mais il y a quand même les travaux de Vinci et un certain contexte géopositionnel, bien sûr, notamment au niveau de la map monde. Et d'ailleurs, si on a une réflexion globale intéressante concernant une œuvre alchimique, nous voyons les femmes en dessous. On a l'Afrique là, et on monte là, on a l'oiseau, on a un oiseau qui vole, et puis là on a le ciel avec les montagnes, et c'est quand même quelque chose d'intéressant à creuser avec des personnages qu'on voit. Peut-être des personnages passés, présents, il y a quand même encore des choses à creuser intéressantes. Alors là, sur cette 5e partie, je vais plus m'intéresser à cette cigogne. Qui fait une migration assez étrange quand même. Parce qu'elle va des États-Unis ou de l'Amérique du Nord, voire du Mexique, vers l'Europe. C'est une migration assez étrange quand même. Et elle apporte bien évidemment un packaging avec le code barre. Alors bien sûr, ce qui m'a intéressé, c'est d'autres youtubeurs comme Édition Fractale. On a eu aussi ce qu'a dit Jesslem qui en parlait, El Loco aussi, qui parlait du décryptage, et moi ça m'a intéressé bien sûr, donc je les remercie pour leurs travaux. Ça apporte au collectif, à tout le monde, pour celles et ceux qui s'y intéressent bien sûr. Et donc c'est vraiment intéressant, puisque le code barre correspond à une entreprise d'Ephrata, qui est le lieu de naissance du Christ, c'est intéressant notamment, et puis on a aussi l'allégorie, hein. On dit que lors de la crucifixion du Christ, on avait une cigogne au-dessus de la tête du Christ, donc c'est vraiment très intéressant. Beaucoup de choses à creuser dans cette vidéo. Donc, on y va. Alors, bien sûr, comme d'habitude, on s'appuie sur les travaux de Vinci. Et bien sûr, on ne peut pas passer à côté, quand on fait un décryptage sur une cigogne, un oiseau, on ne peut pas passer à côté du codex du vol des oiseaux, de Léonard de Vinci, le fameux codex de Turin, bien évidemment, pour essayer de comprendre où on va dans ce décryptage, essayer de comprendre un contexte, quelque chose, pour essayer de décrire certains événements. Pourquoi pas? Alors, sur BooWiki, codex sur le vol des oiseaux. Intéressant, allez, on y va. Le codex sur le vol des oiseaux. Il est un manuscrit de Léonard de Vinci comprenant 18 feuilles de la mesure, 154-213 mm, en plus d'une couverture rigide, et est actuellement conservé aux bibliothèques royales de Turin. Donc, bien sûr, je vais en lire l'intégralité. Leonardo da Vinci a écrit le code de vol vers l'an 1505. Il est revenu à Florence après une longue période passée à Milan. La datation du manuscrit est confirmée par une citation de Leonardo da Vinci lui-même à la feuille 17V, la page où a noté qu'il avait un oiseau volé, le coltonnet, oiseau de proie que je voyais aller à Fiesole, site de Barbilla dans A15 15 mars.
Le nom de code, il est dû au sujet des textes et des dessins, en particulier commence à analyser le vol et la structure des oiseaux, se déplaçant ensuite à la conception des machines volantes. On a une machine volante, hein, le vol, la vis aérienne aussi, dans ce décryptage. La légende raconte l'histoire de sa tentative avortée par la colline Montecesseri Fiesole. Le manuscrit tire son nom du contenu de l'analyse du vol des oiseaux, mais il est en réalité beaucoup plus. Sur le dos de la deuxième plateforme, il apparaît une inscription maintenant seulement visible à la procédure d'imagerie par les mots, les oiseaux et autre chose. Ce petit livre est non seulement une collection hétéroclite et de notes et d'idées, mais un effort méthodique de Leonardo pour analyser et proposer de nouvelles idées à la volée. Leonardo a grandi l'idée d'un grand traité complexe, d'un grand traité sur le vol, divisé en 4 volumes, mais malheureusement, comme d'habitude avec Leonardo da Vinci, c'est toujours inachevé. Il n'a jamais conduit à compléter ce travail. Le codex du vol peut être considéré comme la somme des pensées de Léonard de Vinci, mais pas tous. Parmi les textes particulièrement soignés et copieux et du code des sacs cachés, le projet de la machine volante, la plus avancée de Leonardo, qui tire son nom de l'oiseau qui se déclare observé. Le grand cerf-volant. Donc là on voit le grand cerf-volant dans le codex de vol. Léonard décrit ce projet avec une grande richesse de détails. Il indique la taille et les matériaux utilisés dans la construction, la position du pilote, l'emplacement du centre de gravité. Ce dernier fait indispensable à la construction d'un objet volant. Sur plus d'une fois, Leonardo donne au conducteur ou le lecteur de code les instructions pour conduire le grand cerf-volant. Par exemple, le papier Leonardo ici s'écrit. Également sur le mouvement des baies oiseaux, être plus essaim ali, de sorte que l'autre ne se mouille pas et de découvrir d'autres pays et figure le danger de la révolution devint Afral, la bouche des montagnes, où ils sont remplis avec des grands centres vains et un retour en arrière. Et en plus de cela, si vous voltassez oiseau à l'envers, tu as l'éteindre tempore. J'ai déjà donné des collines commandes avant Driga à la terre. C'est assez intéressant, énigmatique. Alors pour terminer, concerné par un renversement dangereux de la machine et sans équivoque le fait que dans les annotations que ce que tu as ce tempo hors de tourner dans le sens inverse, Leonardo a parlé à son pilote de voiture le 28 février 2009 et supposait Piero Angela dans un de ses télévisuels la découverte d'un portrait probable caché dans le code. Intéressant. La page sur laquelle il a été réutilisé plus tard pour les notes sur le vol des oiseaux, mais des traces autour seraient visibles. La feuille 10V, vous pouvez clairement voir le dessin d'un visage jeune, fait sanguine, craie rouge, souvent utilisé par Leonardo. Ce n'est pas la conception du sang contenu dans le code. D'autres apparaîtront aux feuilles 11, 12, 13, 15, 16 et 17. Il est dessin de feuilles, des fleurs et une jambe mâle. La conception du visage juvénile a toujours été connue par les savants, ce qui explique pourquoi la nouvelle de cette découverte était en fait une fausse nouvelle. Cependant, l'attribution du jeune visage et la ressemblance présumée du célèbre autoportrait, l'objet d'un transfert de Piero Angela est tout à fait arbitraire et ne trouve pas d'autres preuves. Plusieurs reconstructions 3D du visage ont été faites par d'autres chercheurs avant 2009. Alors bien évidemment, je vais vous mettre en lien le codex et bon, là on fait un petit zoom et vous voyez bien, page suivante. Bien sûr, là on voit bien le visage, je ne sais pas si vous voyez, mais donc c'est intéressant quand même. Ce codex sur les vols des oiseaux, il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais j'ai vraiment fait la synthèse, bien sûr. Alors, bien sûr, pour essayer, bien évidemment, on va essayer de comprendre le contexte de The Economist et de comprendre vraiment la symbolique de la cigogne qui va de l'Atlantique vers l'Europe. Puis qui est sur l'Atlantique, carrément. Dans le ciel, sur l'Atlantique, et ça peut nous parler de l'Atlantide et de certains déluges. Et oui. Et puis, il y a une petite nouveauté, une lecture du fil rouge sur un site. Et puis, je naviguerai aussi sur d'autres onglets. Ça peut être intéressant pour une analyse peut-être plus juste. Alors, voici le site en question du fil rouge, GASP et K-Blog. Sur, bien évidemment, la cigogne, fable et légende. C'est vraiment très, très, très intéressant. Pour comprendre, hein, bien sûr, de quoi on parle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la cigogne?
Oh, regardez là-haut des cigognes. Ces échassiers nichés au centre du village sur un toit, un clocher ou une plateforme spécialement conçue pour lui ne se voient pas couramment dans nos régions. Les seuls que j'ai pu admirer étaient en Alsace et en Roumanie. J'ai toujours été impressionné de voir qu'une cigogne s'installe aussi bien confortablement et en sécurité, si près des hommes. Elle fait partie du décor. D'ailleurs, sa proximité à l'homme a eu un impact important dans la culture et le folklore de bien des pays et de tout temps. Voilà, justement, un petit arrêt, et puis nous allons tout de suite sur luminescence sur la cigogne, parce que, bien évidemment, il y a plusieurs onglets, et donc, voilà, le plus important, c'est de construire un récit intéressant, c'est-à-dire onglet par onglet, ça va être un peu plus compliqué pour la compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur luminescence.org, sur le symbolisme de la cigogne? Bien sûr. Alors, on le dit semblablement en Chine du héron, le héron blanc, et l'hiéroglyphe toltèque d'Aztlan, l'Atlantide, l'île primordiale. Le héron, la cigogne, l'ibis, ce sont des oiseaux destructeurs de serpents. Ils sont donc les adversaires du mal, des animaux anti-sataniques et en conséquence des symboles du Christ. Dans l'Égypte ancienne, l'ibis était un aspect de Thoth, personnification de la sagesse, et le phénix, symbole du cycle solaire et de la résurrection. On peut dire quand même que le symbole, le mot-clé, c'est quand même la résurrection. Pourrait bien avoir été le héron pourpré. L'attitude de ces oiseaux, dressés immobiles et solitaires sur un seul pied, évoque naturellement la contemplation. En Extrême-Orient, notamment au Japon, la cigogne se confond aisément avec la grue et apparaît comme un symbole d'immortalité. J'en avais parlé dans mes vidéos. Alors, et c'est très 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 intéressant. Alors la cigogne a été l'objet de bien des mythes. Je reviens sur Jaspé. Légendes, fables, fictions de tout genre dans beaucoup de cultures et à travers les siècles. Dans l'Égypte antique, la cigogne était associée au bas, l'âme, dont elle était le hiéroglyphe. Et je reviens sur luminescence. Hop, si ça veut bien marcher. Ok, super. Et je descends parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes sur ce site, bien sûr. Bien évidemment. C'est bien évident. Ce qui m'intéresse, c'est la fusion des différents mois par rapport à l'Égypte antique pour apporter ce raisonnement. La cigogne détient la clé du caractère individuel de chaque être humain. Dans l'Égypte antique, le mot « ba » désignait l'aspect de l'âme qui rendait une personne unique, la personnalité survivant à la mort. Picturalement, elle était représentée sous une forme de cigogne à tête humaine. Thoth, s'échappant de la tombe pour rejoindre le cas, l'essence fournie à la naissance. Cet acte constituait une renaissance spirituelle. Imaginez votre bas et votre cas fusionnés pour créer un nouveau moi, à la fois ancré dans la famille et pleinement individuel. C'est intéressant comme notation. Alors, je termine ce paragraphe. Les mythologies grecques et romaines dépeignent les cigognes comme des modèles de piété pour leurs parents qui ne meurent pas de vieillesse, mais s'envolent vers les îles et prennent l'apparence d'êtres humains. L'oiseau est le protagoniste de deux fables d'Ésope, du laboureur et de la cigogne, et du renard et de la cigogne. Cette dernière a inspiré Jean de La Fontaine dans l'écriture de sa fable. Le renard et la cigogne, le même auteur écrit également le loup et la cigogne. Intéressant. Et puis là, je vais tout de suite sur le loup et la cigogne, sur Boulevard du Net, les baladins de la tradition, voyage symbolique en compagnie de la cigogne, par d'Azur en avril 2018. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, c'est génial ça. Géniale photo du renard de la cigogne. Dès l'Antiquité, la cigogne est mise en scène dans les fables d'Ésope, reprises par Phèdre et plus tard par Jean de La Fontaine. Dans le renard et la cigogne, ce dernier invite la cigogne à manger dans une assiette, ce qu'elle ne peut faire. Effectivement. Donc, le renard veut le tenter parce que, effectivement, avec son bec, elle ne peut pas. Il s'en amuse, le renard.
Puis la cigogne, celle-ci, cuisine à brouet au délicieux fumé avec le renard, qui se réjouit à l'avance du festin. La cigogne le sert dans un vase long par rapport à son bec. À l'oncle et le renard, à son tour, et oui, il ne peut pas manger. Trompeur, le renard, c'est pour vous, j'écris, attendez-vous à l'appareil. Telle est la morale de cette fable où la cigogne peut être lue comme faisant œuvre de pédagogie par l'humour. Dans le loup, la cigogne, celle-ci, grâce à son long bec, retire du gosier du loup un petit os qui s'est fiché et pour toute récompense se fait menacer par le loup. Il est dangereux d'assister les méchants, dit la maxime de Phèdre à l'issue de cette histoire. Mais comment ne pas, nous mystiques, nous identifier ici à la cigogne qui spontanément rend service? Notons aussi que ces deux fables sont basées sur le handicap que peut constituer le fait de disposer d'un si long bec et que dans les deux cas, ce dernier est présenté comme une simple différence riche de possibilités. Et intéressant comme notation, je reviens voilà, sur le fil rouge. On prête également à ces oiseaux une forte piété filiale avec la réputation de prendre soin de leurs réponses, de les nourrir et même de les transporter. Le grec exigeait des citoyens qu'ils prissent soin de leurs parents âgés. Les Grecs estimaient aussi que tuer une cigogne pouvait être puni de mort. En Allemagne, les cigognes étaient protégées car leurs âmes étaient dites humaines. La présence d'un nid sur une maison était censée protéger la demeure des incendies. En Europe de l'Est, on pensait que les cigognes, nichant sur une maison, apportaient l'harmonie à la famille. Qu'un village comptant beaucoup de ces oiseaux ferait une bonne moisson. Alors là, c'est intéressant, on va sur un autre onglet, françoiseunblog.fr, bien évidemment. Qu'est-ce que ça nous dit sur cette séquence? Alors, une autre croyance voudrait qu'elle évolue autour de Jésus lors de sa crucifixion. Elle serait aussi devenir un symbole, comme je disais, le mot-clé, la résurrection, bien sûr, de régénération. C'est pourquoi la cigogne qui vole au-dessus d'une maison où il construit son nid sera annonciatrice d'une future naissance. Laquelle? Intéressant. On entend dire encore, si une cigogne s'est posée sur votre maison, elle devient votre porte-bonheur dans presque tous les domaines. Fécondité et fidélité d'abord, mais également richesse, santé, protection contre la faute, bénédiction de la ville entière où elle a élu domicile. Cette quantité de vertu lui a sans doute été attribuée dans les siècles passés parce qu'elle débarrassait les champs et marécages de serpents et d'animaux peu appréciés par la population. C'est quand même mieux que les pesticides ou je ne sais quoi. Quand même, hein. Et je reviens sur le fil rouge. Parce que c'est vraiment très intéressant. Une célèbre légende du nord de l'Europe compte que la cigogne blanche est chargée d'apporter les bébés aux jeunes parents. La première trace remontera à 1840 avec un poème gravé par l'allemand Jean-Frédéric Messerschmitt a probablement une origine très ancienne. Il est popularisé par le danois Hans Christian Andersen au XIXe siècle par son petit conte intitulé Les cigognes. Pour terminer, mythes, légendes, contes, fables ont leur source dans l'inspiration humaine de l'imaginaire, bien que parfois une légende tient de faits réels qui finissent par être modifiés. Les contes sont des histoires plaisantes, les fables sont aussi de la fiction, mais qui communiquent une leçon morale de vie. C'est quand même un bon blog. Alors, bien évidemment, il y a plein de choses intéressantes au niveau des textes. Texte sacré, la Bible, l'inspiration divine, bien sûr. Et bien évidemment, je reviendrai sur la conclusion. Et bien sûr, hein, là, avant de lire cette conclusion, je vais aller sur un autre onglet, bien sûr, sur histoiredefrance.fr, l'Apocalypse. Et oui, je faisais mes travaux sur l'Apocalypse. Et j'ai vu qu'il y avait tellement de choses que je vais les séparer en plusieurs vidéos. Parce que c'est très dense, il y a quand même beaucoup de choses. Et puis en plus, je synthétise. Ah, et oui. Histoire de France, ça c'est un recueil, un texte très long, avec plusieurs sujets, de Robert Charroux, qui est mort dans les années 70. Hein. C'est l'un des pionniers de la théorie des anciens astronautes, le fameux néo-évémérisme. Donc, alors bien sûr, on adhère ou on n'adhère pas, mais pour moi, ce texte-là sur le bébé conditionné, ça a quand même, il y a quelque chose qui ressort de très intéressant.
sur le bébé est conditionné par rapport à nous. Et ça nous dit quelque chose sur ce décryptage. Le phénomène hippie est la forme romantique de la contestation qui prend un caractère violent avec les étudiants. Notre civilisation est judéo-chrétienne et nous sommes terriblement conditionnés, marqués, stigmatisés, traumatisés par elle dès notre plus malléable adolescence. L'enfant est un petit bougre égoïste qui s'inquiète peu de l'alentour et reporte la quasi-totalité de son intérêt sur sa petite personne. Maman, je suis venu au monde comment? Demande-t-il un jour. Mon chéri, c'est le petit Jésus qui t'a apporté, avec comme variante la cigogne ou la naissance dans un chou. Ça y est, voilà l'enfant happé par l'univers de mensonges que sa mère, la première, va tisser autour de lui. Et le ciel, qui a fait le ciel? C'est le bon Dieu, mon chéri, et l'herbe qui l'a fait pousser. C'est aussi le bon Dieu. Mais un jour, l'enfant s'aperçoit que pour faire le blé, il faut mettre des engrais dans la terre, labourer, semer, rouler, moissonner. Effectivement, je ne parle pas de sa thèse, mais bon, quand on parle à un enfant, on ne va pas expliquer des choses plus compliquées quand même. Et il voit bien que c'est le père qui se charge du travail. Ou bien, il ne réagit pas, ne réagit jamais et restera insensible à toute vérité, à toute velléité d'indépendance. C'est le sujet de maintenant, avec le libre arbitre, avec ce qui se passe en ce moment. Et ça, c'est un texte des années 60. Donc il est complètement visionnaire, Robert Charroux. C'est clair et net là, il n'y a rien à dire. Ou bien germera une once de contestation qui finira plus tard par l'envers tout entier. Ah, les gilets jaunes. Avant qu'ils sachent lire, avant qu'ils puissent réagir, les parents et les enseignants religieux ou politiques façonnent la machine à réfléchir de l'enfant selon des normes bien calculées depuis 2 millénaires. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et voilà l'enfant empêtré dans un entrelac de mensonges dont tu ne pourras jamais se tirer. Alors, on a l'impression que j'adhère à cette thèse. Il y a quand même un peu de vérité, quand même. Faut être quand même lucide. Hein. Aujourd'hui, c'est encore un peu plus... Alors, bien évidemment, la conclusion de Jaspé et Cablog, le fil rouge, bien sûr. Les cigognes ont été un des nombreux éléments d'inspiration humaine dont beaucoup de cultures pour écrire des récits fictifs, superstitieux, des légendes et des fables. La légende de la cigogne apportant le bébé à la maison a fait partie de ma toute jeune enfance aussi. Mon but n'est pas de débattre pour ou contre les récits imaginaires. Il y a des choses qui semblent positives, d'autres négatives. Mais prenons les avertissements des Saintes Écritures sur les séductions des faux enseignements, comme l'avertissement du verset de 2 Timothée 4,4, cité ci-dessus. Il viendra un temps, et ce temps-là, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais préféreront entendre des choses agréables, comme des fables. Quels sont les éléments d'influence qui pourraient nous conduire dans des non-vérités? Nous savons que notre société encourage l'idolâtrie de soi, l'amour de l'argent, le matérialisme, le spectaculaire. Il se peut fort bien que ces éléments détournent notre cœur vers des doctrines séduisantes, des fables, qui nous arrangent et nous flattent et nous amènent loin de la vérité des évangiles et des réelles promesses de Dieu pour nous. Aimons la vérité et gardons-nous des erreurs. Alors c'est assez paradoxal, c'est formidable de lire un théoricien des anciens astronautes, c'est-à-dire des réalités exobiologiques qui ont porté des choses aux civilisations humaines dans le passé, et lire cette conclusion par rapport aux Saintes Écritures. C'est quand même assez intéressant. C'est à vous de faire votre idée. Moi, j'apporte les informations et je synthétise, et c'est à vous de faire vos propres idées. C'est un décryptage assez vaste, la cigogne. Il y a quand même beaucoup de choses. Bien évidemment, le mot-clé, on le sait, c'est la résurrection. Mais attention, il y a quand même au niveau, alors je reviens sur la cigogne, au niveau des événements, attention, il y a l'Atlantide, l'Atlantide. D'habitude, son parcours c'est plus de l'Afrique vers l'Europe. Là, elle fait un parcours tout à fait différent. Là, on sait que c'est le numéro d'une société de communication, à Ephrata, le lieu de naissance du Christ. Donc, effectivement, c'est intéressant comme raisonnement. Lieu de naissance du Christ, donc le bébé Christ à l'intérieur. Ou autre chose. J'ai parlé d'autres enfants. Peut-être une certaine information qu'on apporte. Et qu'est-ce qu'on apporte? On peut apporter aussi l'apocalypse. On peut apporter un tsunami. On peut apporter une catastrophe, on ne sait pas. Et puis, juste à côté, on a juste à côté l'apocalypse, juste à côté Poutine. Vous voyez, il y a un peu d'espace. Il y a un peu d'espace ici. Mais juste à côté, il y a l'apocalypse là. C'est quand même inquiétant. Bien évidemment. Alors, et je reviens
pour terminer cette séquence de la cigogne, dans cette première partie de ma vidéo, je vais sur Françoise Unblog, bien sûr, pour continuer cette réflexion. Avec ce paragraphe extrêmement intéressant. Même si les légendes ont la vie dure, il n'en va pas autant de celle des cigognes. En effet, alors qu'en 1900, les cigognes se comptaient par milliers en Alsace, il ne restait que 2 couples en 1982. Les lignes à haute tension, je parlais de Nikola Tesla et de l'énergie libre. Vous voyez les lignes à haute tension d'Edison? Le fait que la JP Morgan ne finance pas Tesla. Voilà le résultat. Tout simplement. Les lignes de tension, la sécheresse, sa chasse au Mali, ainsi que l'emploi de pesticides très puissants visant à l'élimination des criquets furent les causes majeures de la disparition des cigognes. C'est pourquoi qu'il fut créé en 1976 le centre de réintroduction des cigognes et des loutres en Alsace sur la route des vins. Au cœur d'anciens marais, il se trouve dans le petit village d'Unawir, près de Rigewir et de Ribeauvillé. Ce parc abrite en permanence plus de 150 cigognes et une soixantaine de couples nichent dans le parc. La population peut atteindre jusqu'à 250 oiseaux après la naissance de petits cigogneaux. Les cigognes y vivent en liberté, quelle que soit la période de l'année, en pleine activité. Construction des nids, accouplement, élevage de petits vols en plein ciel. Vu les périls que attendent les cigognes pendant leur migration, le parc a pour but de leur enlever l'instinct migratoire tout en leur permettant de voler et de se reproduire sur les villages alsaciens dès que cet instinct a disparu. Très intéressant. Alors je reviens, je vais aller sur luminescence et je vais revenir sur Françoise Unblog pour terminer cette séquence. Alors bien sûr, sur luminescence, je vais lire bien évidemment le message de la cigogne. Alors voilà, le message de la cigogne, c'est fondamental, c'est très beau comme texte, bien évidemment, et je mettrai les liens. Bien évidemment. Alors je vais essayer de ne pas toucher, voilà, au moins là on voit. Je suis la cigogne, je porte la naissance, je porte la vie. Je traverse la terre au printemps et à l'automne pour faire circuler l'énergie du vivant. Je viens vers toi car il est temps que tu t'aides à naître totalement. Le monde attend que tu laisses vibrer la plus belle partie de toi. C'est ta beauté, ton audace, ton rythme, la fréquence particulière de ta belle âme que nous attendons. Aujourd'hui, je viens lever tes dernières peurs et t'accompagner dans ce plus bel événement, celui de renaître à toi-même. Très joli texte. Enfin, pour terminer, justement, enfin, dans l'interprétation des rêves, ça c'est aussi autre chose. Et c'est ça qui me fait peur. Lorsqu'on voit une cigogne en songe, on dit que la cigogne n'apporte pas de bébé, mais qu'elle l'emporte. La cigogne serait le complément du verbe quitter, se sauver dans le sens de sauvegarde. Donc, ce rêve aurait une connotation spécifique qui exprime le besoin de prendre de la distance, de se placer hors d'atteinte d'une souffrance. Oula, alors là, on repart tout de suite ici. Hors d'atteinte d'une souffrance. On emporte quelque chose hors d'atteinte d'une souffrance. Vous voyez, quand on n'est pas initié, quand même, en lisant certains sites, on arrive à comprendre quand même. Il part, hein. Elle emporte quelque chose d'ici, des États-Unis. Pas forcément des fratas de... Pas forcément, on ne sait pas. Mais ça part des États-Unis, une information peut-être des fratas ou d'ailleurs. Elle emporte quelque chose d'une grande souffrance ici. En Amérique du Nord apparemment. Et attention, ici on a le Brexit sur l'Amérique du Nord. C'est très intéressant. Et puis aussi, ici on a le cannabis. Ah, les choses commencent à un peu plus s'éclaircir quand même. Hein. Donc, j'ai bien évidemment regardé certaines vidéos de Claude Inierski. Bien sûr, ces vidéos sont longues, mais parce que c'est les textes sacrés. Donc il faut expliquer, c'est pédagogique, c'est vrai. Et bien sûr, il parle de l'enlèvement des chrétiens. D'une partie de la communauté humaine, hein, en réalité.
Donc, c'est possible. Il y a un enlèvement ici. L'enlèvement peut-être des chrétiens. L'enlèvement, en fait, d'une partie de l'humanité. Parce qu'on emporte quelque chose, on enlève quelque chose. C'est plus moi par rapport à ça. Parce que là, on est dans un contexte d'apocalypse. Oui, un bébé, oui, mais ça emporte. Voilà, c'est la symbolique, en réalité, de l'enlèvement des chrétiens. Selon moi. On emporte quelque chose d'une souffrance, on prend les informations, on les garde, on veut les emporter quelque part, vers l'Europe ou ailleurs. Vers la transcendance, l'immortalité, le transhumanisme, pour se protéger de l'apocalypse, une volonté chinoise américaine d'avoir le Groenland. Et c'est pour ça, comme je vous disais, que la cigogne, c'est l'élément central. En fait, au niveau alchimique, c'est l'élément central qui va nous permettre d'aller un peu partout. Ça va partout avec la cigogne. Parce que j'ai un dernier paragraphe qui atteste au niveau civilisationnel de la cigogne. Sur les peuples de la mer et de la tradition primordiale. Alors bien évidemment, je mettrai en lien un contenu additionnel, notamment le livre de René Guénon en PDF, très intéressant, bien sûr, et puis le dictionnaire des symboles, pour compléter. Alors c'est du temps, bien sûr, mais c'est la richesse, c'est la connaissance. Hein. Sur toysonodore.blog, les peuples de la mer et la tradition primordiale. Bien évidemment, je vais lire le dernier paragraphe qui nous parle justement de la cigogne. Depuis ses ancêtres maglémosiens ou hambourgeois, une très grande civilisation maritime se créera en mer du Nord, et ce sont très probablement ceux de Platon, appelés les Atlantes ou peuple d'Atlas, les émigrants, Mandel, ceux de leurs cousins condamnés à voyager, comme des grues ou des cigognes, par la pression démographique, ou les modifications climatiques, je répète, par la pression démographique, ou les modifications climatiques, voire de récurrentes montées des eaux, s'installent dans les grandes îles de la Méditerranée sous le nom de pélasques. C'est très actuel. C'est très, très, très actuel, bien sûr. Alors, bien évidemment, il faut, pour terminer cette première partie de la vidéo, il y a une deuxième qui arrive juste après, bien sûr, avec un bonus parce que vous le méritez, sur Boulevard du Net, au niveau alchimique, bien entendu. Très, très, très intéressant, hein, bien sûr, les baladades d'attention. Donc, je continue, tout simplement. Découvrant peu à peu la cigogne, celle-ci commence à nous parler. Ces couleurs nous sont familières. Rouge, c'est la croix qui figure sur la vêture des anciens Templiers. Blanc, la couleur de celle-ci. Et le noir, c'est la couleur qui s'ajoute aux deux premières sur le bosséen du temple. Comme c'est un magazine pour les initiés, et là, on a les couleurs des cavaliers de l'Apocalypse. C'est pour ça que c'est lié, malheureusement. Noir, rouge, blanc, symbole de la progression de l'initié. Argent, gueule et sable. Trois couleurs héraldiques riches de sens. Noir, blanc, rouge, les étapes de l'œuvre alchimique. En héraldique, la cigogne est surtout utilisée aux Pays-Bas et dans les régions de l'Est. Elle est représentée au naturel avec ses trois couleurs, ou d'or parfois. Elle tient souvent un serpent en son bec. Parce que c'est anti-satanique, bien sûr. Foulcalé fait mention dans les demeures philosophales d'un passage du 5e livre de Rabelais, qu'il qualifie de puissant initié, où ce dernier décrit la fontaine métaphysique qui orne le centre du temple de la dive bouteille ou temple de la connaissance. Le descriptif de cette fontaine est enchanteur. Piédestal en albâtre, margelle heptagonale, elle est entre 1000 autres décors ornés de 7 colonnes dont les proportions sont finement décrites selon l'enseignement d'Euclide, d'Aristote, d'Archimède et d'autres, dit Rabelais. Chacune de ces colonnes est associée à une pierre semi-précieuse et agrémentée d'un chapiteau. Les 7 chapiteaux étant eux-mêmes illustrés de symboles, afin de rendre la chose plus intelligible au bon sens. Sur le 6e chapiteau de sa fontaine métaphysique, Rabelais fait figurer le métal du mercure et à ses pieds une cigogne. Foulcalé commente la présence de cette cigogne au plan chimique et note qu'elle souligne l'étape du mercure philosophique et désigne par le jeu des étymologies le vase hermétique du grand œuvre.
L'œuvre alchimique, qu'elle soit opérative ou spirituelle, se décline en 3 grandes étapes que l'on a coutume de nommer l'œuvre au noir, qui est celle de la putréfaction, du travail sur soi, du travail intérieur, l'œuvre au blanc, car la pierre devient d'un blanc éclatant, c'est l'étape symbolique de la résurrection. Puis il est dit que la pierre passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et se stabilise sur le rouge, l'œuvre rouge, la rubification, symbolisée par la naissance du jeune roi couronné, la matière rouge accueille, ainsi recueille la pierre, ainsi recueillie étant la pierre philosophale. Rabelais à dessein associé le mercure à la cigogne, et il est nul doute qu'un examen approfondi de cette fontaine mériterait d'autres travaux et à d'autres méditations. Mercure et cigogne. Méditation, contemplation, les anciens observant la cigogne qui aime à se tenir fixement sur une seule patte, voyez en elle un fort reflet de la vie spirituelle du cherchant. Et oui, ça, bien évidemment, englobe à peu près ce que je dis sur cette première partie. Bien évidemment, alors j'ai une deuxième partie dans cette vidéo qui parle aussi de la même chose, bien sûr. Donc, restez connectés, je reviens juste après. Je vous remercie. À tout de suite.